merci d'être venu écouter cette présentation. Alors, elle a été structurée pour être dans un format un peu différent d'une demi-heure, donc il va falloir que je fasse des sortes d'accélération. Je vais essayer de les faire avec pertinence, parce qu'elle dure à peu près 3 fois le temps que j'ai aujourd'hui pour vous la présenter, donc forcément, je ferai des arbitrages, mais j'essaie de vous donner l'idée générale sans parler trop vite. Donc, très rapidement, je m'appelle Christophe Prader, j'ai créé une agence dans BETC qui s'appelle BETC Design, et BETC appartient à un groupe qui s'appelle Havas, et qui est à peu près partout dans le monde. Et nous, en tant qu'agence de design, on est à la fois à Paris et à Shanghai. On a un ancrage assez fort en Asie. Voilà. En tant qu'agence, parce que quand on dit design, surtout aux maisons et objets, on peut imaginer des millions de formes de design. Donc on travaille sur la marque, toutes ses expressions, ça peut être son logo, ses produits, ses packaging, ses magasins. Et donc, en fait, quand on travaille sur une marque, plutôt que de dire qu'on a différents métiers, c'est qu'on a plutôt différentes vocations. La première, c'est celle de construire des marques, donc de les construire, de les élaborer, soit parce qu'on les reconstruit, parce qu'elles existent déjà, ou soit parce qu'on les crée. La deuxième dimension de notre travail, c'est une fois qu'on a créé les marques, ou quand on les a recréées, c'est de les nourrir, de les faire grandir. C'est quelque chose, donc on les enfante, on les nourrit, et ensuite on essaie de leur donner une éducation, donc de leur donner une sorte de drive. Donc feeding, c'est construire le fond de marque et ses partis pris, ses convictions, parfois même ses offres. Et puis brand activation, le troisième, c'est l'idée de mettre la marque en relation avec ses publics. Bien évidemment, le social media joue un rôle important, mais pas que, pour voir comment on réussit à travailler sur l'empathie d'une marque avec ses différentes communautés, qui peuvent être d'ailleurs des communautés de partenaires, de suppliers, de fournisseurs ou de clients. Voilà, donc quelques exemples de nos réalisations au hasard. On a créé le concept de boutique Caudalie qu'on a développé à travers le monde. Donc c'est un concept qui était le premier concept qu'ils ont eu pour traduire en fin de compte l'esprit de la marque au-delà des produits qui étaient vendus que chez Sephora ou chez des pharmaciens en fonction des pays. Pierre Marcolini, qui était un chocolatier belge, italo-belge, pour qui on a travaillé sur aussi un concept de boutique, et pas que d'ailleurs, mais qui était intéressant dans son format, parce qu'en fin de compte, un des enjeux, c'était de dire que Pierre Marcolini n'est pas qu'un chocolatier, il fait aussi des glaces, des macarons et autre chose. Donc voilà, c'est une démission du retail. Yves Rocher, ça c'était intéressant, c'est un concept store qu'on a fait qui est resté assez longtemps pour Haussmann, sur 400 mètres carrés, qui a dû exister pendant 3-4 ans, et qui était en fin de compte une manière de dire qu'on réintroduisait la nature en ville. Et c'était le concept même d'Yves Rocher, qui était celui de se servir de la nature comme étant le principal ingrédient de ses produits, de sa compétence. Et donc on avait fait ça à l'échelle d'un magasin. Ou encore plus récemment, Pacha, qui est une marque pakistanaise. Je trouve que c'était intéressant de mettre une marque qui était non conventionnelle. Pacha, c'est un fabricant de coton très très haut de gamme. C'est-à-dire que si vous font une chemise sur mesure au Pakistan, elle peut coûter jusqu'à 180 ou 200 euros, ce qui peut vouloir dire que le même tissu chez Charvet, qui fait des chemises sur mesure près de la place Vendôme, ce sont des chemises à 500 ou 700 euros. Ce sont des cotons extrêmement raffinés qui viennent d'Égypte, du Pakistan ou d'Inde. Et donc ils ont voulu faire un concept de boutique qui passait de l'idée d'être une marque de tissu à une marque de luxe plus holistique, faisant des produits sur mesure, pas que du tissu, et aussi des accessoires. Donc on a travaillé sur un concept qui a ouvert ce sont des images 3D encore, ça, parce qu'il a ouvert il y a 3 semaines à Karachi. Voilà. Donc, et puis Cible Skin, qui est un projet d'une marque cosmétique pour qui on a travaillé sur l'identité globale dans les boutiques, et qui a ouvert, ça c'est encore les images 3D, qui a ouvert l'année dernière rue François 1er. Donc là on est rue François 1er, ici, voilà. Et qui vend à la fois des produits de soins façon institut, mais aussi qui fait toute une série de services, donc de cabines. Voilà. Donc voilà, donc différents types de références pour vous montrer que le retail déjà en soi c'est quelque chose qui est assez divers, c'est pas quelque chose d'unique. Donc ensuite, l'idée c'était de vous dire que aujourd'hui, donc l'idée c'est de vous montrer en quoi le combat qu'on a imaginé il y a à peu près une vingtaine d'années, enfin qu'on imaginait possible il y a 20 ans, quand on s'est dit que le digital commence à se développer, en 2005 Facebook commence à arriver, les réseaux sociaux se développent, et tout d'un coup on s'imagine en fin de compte qu'il va y avoir un conflit entre le clic et le mortar. Et en fin de compte, ce conflit n'a pas eu lieu, et au contraire même, il y a eu des effets de convergence et de renforcement de la proposition d'offres commerciales des retailers par le fait du digital. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est dans des parcours clients qui sont des parcours qu'on appelle phygitaux, c'est-à-dire qui sont à la fois physiques et digitaux,
Et c'est intéressant de se rendre compte que si le parcours client avant commençait à 50 mètres d'une boutique, puis on parlait ensuite d'être devant la boutique, les 3 premiers pas, la découverte chronologique des offres, et puis ensuite les 3 derniers pas en ressortant. Aujourd'hui, ce parcours, il commence chez vous, par une expérience digitale, qui peut être le jour même, la veille, un mois avant, et il se poursuit encore chez vous ou ailleurs, ou même dans la rue, par interaction du digital. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, aujourd'hui, l'expérience retail ne se concentre pas que sur la boutique, mais sur un parcours plus large. Donc nous, on a investigué ce parcours et on a défini notre propre théorie, qu'on a appelée la théorie des 4C. Et on l'a faite, cette théorie, aux sorties de la NRF. Vous savez, la NRF, c'est le salon à New York qui met en scène toutes les innovations technologiques dans le retail et qui est assez intéressant. Et sorti de ce salon, on se dit que c'est intéressant de voir que l'impact technologique du digital sur le retail amène à une autre proposition de valeur, à la fois marketing, mais pas que marketing, aussi socioculturel. Et on a essayé d'investiguer ça et on est venu structurer ce que nous on voyait comme étant émergent autour de 4 valeurs, 4 notions qui étaient nos fameux 4C. Donc quand on les a posées en 2019, on s'est dit que ce qui était majeur, c'était l'idée de la convergence. Donc la convergence du digital et du retail physique, avec de plus en plus de solutions digitales, de l'app à des services online. Qui donc devenait de plus en plus, enfin qui devenait au cœur de la relation entre les clients et à une enseigne. La dimension de culture, et vous verrez que la culture, c'est bon, là c'est en capital, mais c'est une culture avec un petit C. On ne parle pas forcément de la culture au sens artistique, au sens des musées ou des galeries, mais la culture de la marque et de cette relation qu'elle entretient avec ses clients. La notion de communauté, non pas la communauté de la marque, mais les communautés au regard des marques. Et ensuite la notion de communication. Et puis en fin de compte, aujourd'hui, on se dit que ça a maturé et c'est plus aussi pertinent qu'avant. Et donc on a fait évoluer donc nos 4C en disant que ce qui était aujourd'hui central, c'était la culture, qui devenait une culture de plus en plus du petit C vers le grand C. Et qu'en fin de compte, le retail, c'était pas que du commerce. Voilà. Une notion de communauté où là le communautarisme avec les effets du wokisme ou autre a donné des obligations, enfin entre MeToo, le wokisme, enfin tous les combats sociaux qu'il y a eu sur les gens, sur les races, sur tout ce qu'on peut connaître, a obligé en fin de compte les marques à jouer un rôle. Alors pas forcément avoir un point de vue parce qu'une marque n'est pas là pour être forcément militante, même si certaines l'ont fait, mais d'avoir un point de vue. C'est que vous savez le patron marketing bravo, j'oublie le nom de cette marque de lingerie féminine américaine très connue, les Angel Director Secret, à qui on disait, c'est quand même embarrassant qu'aucune de vos modèles fasse plus de 35 kilos. Enfin, c'était à peu près ça la question. Et il s'était ému de la question. Il avait dit, mais nous, c'est pas une femme qui fait plus de X kilos, c'est pas le modèle de nos Angels. Et en fin de compte, il a été viré juste 6 mois après parce que la marque s'est effondrée et qu'en fin de compte, c'était une énorme connerie de dire ça, bêtise, pardon. Et en fin de compte, il a payé cash et la marque a payé cash cette prise de position. Voilà. Donc les marques évitent d'avoir des positions, même si on pouvait comprendre que son modèle de marque était un idéal de femme et qu'il avait le droit d'avoir cet idéal de femme, même s'il n'était plus d'actualité. En tout cas, c'était le fait de l'affirmer. Voilà. Donc la notion de communauté est importante, de citizenship, ça c'est la dimension éthique, au sens large de l'éthique, et puis la convergence qui reste là, mais en mineur et d'une manière un peu différente, même si elle prend une acception, vous le verrez, je vais parler de loyalty à la fin. J'ai pas compris le message en fait. Ah, que je regarde aussi les gens qui sont ici ? Je suis vraiment désolé. Alors, pendant un petit moment, je vais vous abandonner. Voilà. Et donc la notion aussi je suis perdu, de convergence, donc de loyalty, les programmes de loyalty, il faut que je regarde aussi vous aussi. Donc c'est une blague. Donc de loyalty, où en fin de compte on se rend compte que les programmes de fidélité sont aussi des centres même de profit et de business pour les enseignes. Je reviens. Et voilà. Et voilà. Donc j'en parlerai plus tard. Donc en résumé, voilà. Le retail se porte très bien et donc malgré l'évolution du digital, le combat n'a pas eu lieu, bien au contraire, et je dirais même que le digital a redonné un sens à ce qui se passe en magasin, en libérant le magasin peut-être de certaines contraintes inhérentes à la fonction du retail, parce que l'étymologie du retail, je vous la refais parce que tout le monde la connaît, mais on l'a pas oublié, retail vient de detail. Et c'était par rapport à wholesale, c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'idée du retail, c'était de vendre au détail des produits versus des hangars où on vendait
en masse. Bon, ça date du 19e siècle, hein, donc on a eu le temps d'atterrir le concept. Mais cette notion de vente au détail aurait pu être contrebalancée, enfin contrecarrée par le digital, et pas du tout. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le brick and mortar par rapport au click and mortar, donc le brick and mortar reprend du poil de la bête et redevient intéressant, et effectivement libéré de toutes les contingences fonctionnelles et logistiques que la notion de retail oblige à avoir, c'est-à-dire d'avoir des stocks à disposition avec toutes les tailles, toutes les couleurs, tous les machins. En fait, le fait que le digital permette à certaines personnes de préparer leur vente ou d'avoir une manière alternative d'acheter, ça donne en fin de compte à la boutique un rôle plus de participation, d'explication, de présentation des produits, plutôt que d'avoir forcément le devoir absolu de la disponibilité. Donc en fin de compte, la boutique prend une autre exception. Et on se rend compte qu'elle redevient intéressante, puisqu'aujourd'hui, le retail est devant le retail physique et devant le retail digital. Malgré tout, malgré cette dimension plutôt positive sur le fait que le retail soit ait encore de beaux jours devant lui, il y a quand même un certain nombre d'incertitudes qui pointent. D'abord, il y a la récession, donc on y est en plein dedans. Je vais aller assez vite là-dessus parce que là, l'inflation, je vais vous faire un cours sur l'économie générale, on est en plein dedans. C'est marrant parce qu'on avait écrit ça avant même que l'inflation devienne un vrai sujet, parce qu'on a écrit ça il y a quelques mois de ça. Donc l'inflation, c'est même plus une menace, elle est là. Voilà, hop, j'oublie pas les gens ici. Et puis dans certains réseaux de distribution ou dans certains types de métiers, alors la restauration on a un exemple, l'hôtellerie aussi, mais il y a de plus en plus de manque de main-d'œuvre qualifiée, puisqu'en fin de compte, la fermeture des magasins pendant un temps a engagé une mutation socio-économique de pas mal de gens qui travaillent en retail avec des heures parfois assez extensives, des week-ends qui n'existaient pas, et qui tout d'un coup se sont retrouvés d'autres vocations que celle d'être dans des boutiques ou sur le terrain. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc structurellement, de manière socio-économique, il y a eu des changements. Mais après, il y a aussi des changements au niveau des consommateurs eux-mêmes, des clients potentiels, donc de nouveaux désirs. Alors on a pris le prisme du luxe parce que c'est toujours intéressant de prendre un univers qui a une manière un peu dramatique de faire son métier, puisque dramatique pas au sens négatif, mais au sens du drama, de la théâtralisation, puisqu'en fin de compte, dans le luxe, la valeur intrinsèque de ce que vous achetez n'est pas uniquement limitée à la dimension physique du produit que vous achetez ou du service que vous avez, c'est tout ce qui se passe autour qui est intéressant. Donc d'un point de vue du retail, c'est assez intéressant de s'intéresser au segment du luxe. Donc on a pris le segment du luxe pour se dire que pour ausculter ces nouveaux désirs. Donc d'abord, ce qui est intéressant, c'est la disparition des frontières. En fait, avant, quand on disait luxe ou qu'on disait mode, c'était deux choses totalement différentes. Et les maisons de luxe se défendaient d'être des maisons de mode. C'est-à-dire qu'une maison comme Hermès, elle faisait de la maroquinerie. Louis Vuitton, c'était la même chose. Ils ne faisaient pas de la mode. La mode, il y avait quelque chose de trivial qui était volatile, qui changeait 4 fois par an. Maintenant, c'est plutôt 2 fois, mais il y avait les 4 saisons, les 4 collections, ainsi de suite. Alors que le luxe, c'était quelque chose d'intemporel qui vous faisait investir dans un, comment on dit en anglais, de legacy, dans une sorte d'héritage qui existait depuis longtemps et qui allait vous accompagner pendant longtemps. Aujourd'hui, luxe et mode, c'est totalement indissociable. Si je vous dis est-ce que Chanel est une marque de luxe ou une marque de mode, c'est très difficile de répondre. Louis Vuitton, peut-être que c'est plus facile. Voilà, est-ce que Dior, c'est une marque de luxe ou une marque de mode? Voilà. Donc, en fin de compte, la disparition entre luxe et mode, elle s'est aussi opérée entre luxe et marque de prestige et marque premium et mass market, puisqu'en fin de compte, il y a un système de capillarité. La différence qu'il y a entre le luxe, on va dire, et le reste des autres marques, prestige ou premium, c'est qu'en général, le luxe se positionne de manière incomparable. On n'est pas comparable, on a une vision avec une philosophie, avec une certaine éthique. Et Chanel ne se compare pas à Vuitton, qui ne se compare pas à Hermès. Ce sont des écritures presque culturelles et philosophiques différentes. Alors quand vous êtes dans le premium, vous dites mon produit il est mieux que ma concurrence, il a été classé premier au concours agricole de je sais pas quoi. Voilà. Donc un whisky à 80 € ou 100 €, c'est un produit premium, c'est pas un produit de luxe. Un whisky à 2500 ou à 10 000 €, c'est un produit de luxe. Donc vous n'allez pas comparer un cognac à 10 000 € Louis XIII avec un whisky à 10 000 €, puisqu'en fin de compte, ce sont deux expériences totalement différentes et ce sont deux histoires totalement différentes. Donc l'idée, c'est que malgré tout, il y a eu une disparition des frontières et ça a brouillé pas mal de choses, puisqu'aujourd'hui, on a des clients qui veulent naviguer dans des univers holistiques plus larges et qui ne s'embarrassent pas de savoir si la marque originellement était de luxe ou pas, ou de mode ou pas.
Voilà. Et donc pareil, si vous avez des boutiques et vous avez un concept store, tout d'un coup vous faites un métier. Si vous vendez du thé par exemple, vous pouvez aussi vendre de la vaisselle qui est liée au thé. Et puis si vous vendez de la vaisselle qui est liée au thé, vous pouvez aussi vendre du textile qui est sur l'habillage de la table. Et puis si vous vendez du textile, vous pouvez aussi vendre des bougies qui vont sur la table. Et puis vous pouvez faire la boucle avec les senteurs. Et voilà. Donc en fin de compte, les gens ne seront pas émus et même seraient même inquiets que vous cantonniez à une posture technique d'expert ou de spécialiste. Donc voilà. Et puis après, il y a la massification donc, de tous les marchés de luxe et du prestige qui sont aussi un facteur d'évolution des consommateurs. Donc en fin de compte, les gens veulent une expérience d'ordre luxueuse, même dans des boutiques qui ne sont pas forcément à même d'être dans cette proposition de valeur. La dernière autre chose, c'est aussi l'idée de centricité au niveau des clients. En fait, tout d'un coup, on a le sentiment que les marques vont concevoir l'expérience et même leurs produits autour de ce qu'ils considèrent être des attentes des clients. En fait, c'est à la fois une opportunité intéressante pour chacun de nous, parce qu'on a une influence individuelle sur le vécu d'une marque, alors qu'avant, on était plutôt dans une posture d'obéissance et donc de soumission. Aujourd'hui, on a un vrai pouvoir, mais les limites de ce pouvoir, c'est les réseaux sociaux où, en fin de compte, tout d'un coup, quelqu'un qui a eu une expérience négative dans une boutique peut tout d'un coup envoyer un message sur sa plateforme digitale. Alors, il y a des plateformes qui sont plus ou moins efficaces en termes de capillarité, et tout d'un coup, le point de vue d'un individu anecdotique et totalement, même parfois totalement injuste ou fallacieux, devient une vérité parce qu'elle a été publiée, relayée dans les réseaux sociaux, parce que ça faisait plaisir aux gens de dire du mal de quelqu'un ou d'une marque. Donc, cette notion de consumer centricity, elle est très ambivalente, elle est très dangereuse d'ailleurs, et il faut la manier avec beaucoup d'intelligence. Donc voilà, donc grosso modo, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est ces 4 concepts de culture, de communauté, de citizenship et de convergence. Je vais vous développer en fin de compte ces 4 thèmes. Voilà. Je ne sais pas combien de temps je... Ouais. Bon, je voulais mettre une... Merci. Bon, merci beaucoup. Donc j'ai déjà grillé la moitié de mon temps pour les 3/4, donc ça va être chaud. Donc ça, c'était que l'introduction. Donc merci beaucoup. L'hyper-expérience. Donc première notion de culture. Donc je vous disais qu'au début, la culture, c'était que les marques, en 2019, se créaient en fin de compte des espaces qui n'étaient pas que des espaces marchands, mais où elles développaient leur propre culture et donc les paradigmes de ce en quoi elles croyaient. Parce qu'une culture, elle se définit par des croyances et des interdits. Donc les marques définissaient leurs croyances et leurs interdits en montrant comment elles faisaient leur métier, et donc parfois leurs produits. Aujourd'hui, ça va au-delà de ça, ça devient une culture presque avec un grand C, puisque en fin de compte, l'idée, c'est que la culture d'une entreprise doit se lire donc, dans ses boutiques et dans sa manière de faire son métier, mais même au-delà de ça. Donc si je commence par cette dimension de culture, donc ça c'est celle qui date de 2019. Donc là on a par exemple Chiara Fernandez qui est en charge de tout ce qui est diversité et HR chez Target, qui dit qu'en fin de compte, la culture avec lesquelles sont structurés et organisés les gens qui travaillent chez Target doit être ressentie et partagée avec les clients. Il doit y avoir une vraie continuité. Et la notion d'être together, c'est pas que pour les clients, mais c'est aussi pour l'interne. Donc c'est pas que pour l'interne, mais c'est aussi pour les clients. Et dans cette logique de continuité, il y a un exemple assez intéressant, c'est que par exemple, il y a eu aux US l'année dernière une sorte de blizzard incroyable qui a fait des morts d'ailleurs, des gens qui sont restés bloqués entre chez eux et leur supermarché, pris dans la tempête en espérant en sortir, et puis au bout de 4 heures, la voiture était couverte de neige et ils sont morts de froid dans la voiture. C'était assez dramatique. Et il y a pas mal de gens qui se sont retrouvés comme ça, perdus loin de chez eux. Spontanément, les boutiques Target sont ouvertes et elles ont fait une sorte de ce qu'on appelle le slumber, c'est le sac à couchage, des slumber parties. Par exemple, ils ont ouvert leurs portes de leur magasin qui était chauffé pour accueillir les gens et les faire dormir, et donc installer des sortes de dortoirs dans les boutiques pour aider les gens. Donc l'idée de rendre service et cette notion d'empathie qui est une valeur clé entre les personnel de chez Target, elle se ressent aussi sur le service magasin. Voilà. Donc l'idée, c'est de dire qu'en fin de compte, il est plus possible d'avoir une vision transactionnelle du retail, voilà, de ces boutiques. Il faut être capable d'aller au-delà de l'idée de vendre, parce que c'est une des conditions d'existence de la boutique, de vendre. Si elle ne vend pas, elle n'existe pas. Mais ça ne peut pas être que sa vocation unique. Voilà. Même si c'est sa vocation principale, il faut aller au-delà de ça. Et donc l'idée, c'est qu'il faut proposer une expérience qui soit dans la culture de la marque, et maintenant aujourd'hui, encore plus loin. Et c'est vrai que l'idée de storytelling, par exemple, où en fin de compte on mettait en scène les produits avec un imaginaire façon décoration,
Bon, ça existe encore et c'est toujours d'actualité, mais aujourd'hui ça ne suffit plus. Il faut que l'expérience aille au-delà d'un rôle de spectateur où on se dit waouh, cette boutique est belle. Il faut qu'on puisse s'y inscrire soi-même personnellement à travers une expérience individuelle et qu'on va nous-mêmes piloter. Et le digital aide à ça. Donc des exemples. Bon, je vais aller vite parce que j'ai trop d'exemples, donc je vais. Voilà, donc Warby Parker, c'est une marque de lunettes qui est assez amusante puisqu'elle a fait de ses boutiques des sortes de library, puisqu'en fin de compte, pour tester les lunettes et voir votre vision de près, il y a des tests bien sûr oculaires classiques, scientifiques, mais où on vous donne aussi des livres à lire, et donc vous pouvez voir le confort d'une lunette et de l'essayer en fin de compte en fonction de sa monture en lisant des bouquins. Voilà, c'est assez amusant. Jacquemus, alors Jacquemus, je pense que c'est la marque de luxe / de mode qui s'est le plus lâchée en termes de format de retail. Alors j'en ai mis un parce que vous avez 10 exemples de boutiques Jacquemus totalement folles, façon pop-up store. Ça, c'est une boutique à Séoul. Donc, c'est une sorte de sac géant, sac nuage géant. Et à l'intérieur de cette boutique, vous avez des sacs à vendre, mais aussi vous avez tout un flower shop qui met en scène des fleurs. Et donc, vous pouvez acheter des fleurs ou des sacs. Voilà. Et c'est assez amusant parce que tout d'un coup, on pourrait se dire quel intérêt à acheter des fleurs quand on achète un sac, mais à la limite, on peut aussi bien se dire que quand on fait un cadeau, puisqu'on peut acheter un sac pour quelqu'un, ou quand on se fait un cadeau, on peut aussi prendre le parti d'avoir des fleurs avec soi quand on quitte la boutique. Donc c'est assez amusant parce que tout d'un coup, on ne cherche pas de logique rationnelle dans l'agrégation des univers imaginaires. Voilà. Donc en fin de compte, excusez-moi, c'est le café qui me... Parce que je me rends compte qu'elles n'ont pas fait un seul fois du bruit. Je les remercie parce que tout à l'heure, c'était toutes les 5 minutes qu'elles faisaient un café. Là, c'est la première fois qu'elles le font en 20 minutes. Voilà. Donc, en fin de compte, l'idée, c'est de réussir à faire en sorte que le parcours dans la boutique, et le parcours initiatique dans la boutique, va être, en fin de compte, un parcours immersif dans lequel on va avoir des choses assez fondamentales qui sont choisir des produits et les acheter, parfois même chers, mais aussi d'avoir, au détour de cette grande histoire, des anecdotes qui sont des petits plaisirs. Et sont ces anecdotes en général qui vont être les plus marquantes et qu'on aura le moins de mal à répéter. Et donc de faire notre propre storytelling de l'histoire que nous a raconté la marque. Donc un exemple donc, d'un passage du culturel au petit C au grand C, c'est Yayoi Kusuma en partenariat avec Vuitton. Ça a été exemplaire en tout cas de cette tendance. Je ne sais pas si c'est exemplaire en termes de commerce, mais c'est exemplaire en termes de tendance, où tout d'un coup ce partenariat devient totalement extensif, puisque bien évidemment il s'applique sur les boutiques comme on le voit ici, aussi bien en extérieur qu'en intérieur de boutique, mais au-delà de ça, même plus loin, c'est que Vuitton a développé une app qui vous permet encore de continuer à jouer avant ou même après avoir visité la boutique, avec l'art de Yayoi Kusuma et les produits de Vuitton, à travers une app qui vous permet de découvrir pas mal de choses et de jouer, en fin de compte, à capturer des émoticônes et de jouer avec pour gagner des points de loyalty et donc continuer à avoir une relation émotionnelle et culturelle, entre guillemets, avec la marque. Voilà. Mais l'hyper-expérience ne doit pas nous faire oublier que nous sommes toujours dans des magasins et c'est intéressant de se rendre compte qu'il y a des marques qui vont très très loin en termes d'expérience. Je citais Jacquemus tout à l'heure et d'ailleurs la boutique que je vous ai montré, ce grand sac, c'était à Séoul d'ailleurs. Et pour faire transition, il y a une marque qui a fait ça, moi, je trouve qui était exemplaire de cette démarche-là. C'est Gentle Monster, qui est une marque qui vend des lunettes. Et pour être honnête, moi j'ai découvert cette marque en 2016, je crois, ou 2017, je ne sais plus, à Séoul. C'est la première boutique qu'ils ouvraient. Et je suis rentré dans une sorte d'immense boutique, comme une sorte d'immeuble new-yorkais 1930 totalement détruit, qui était tout à fait un décor de carton-pâte, mais un décor hyper réaliste. Donc on croyait vraiment que la boutique avait existé. On n'aurait pas été à Séoul, on aurait pu imaginer que le bâtiment moderne était juste une capsule en béton autour d'un vieux bâtiment ancien. Et j'ai passé 10 minutes à me promener dans la boutique sans savoir si c'était une boutique et ce qui se vendait. Et tout d'un coup, j'ai compris que sur les étagères d'une cuisine, façon grande cuisine bourgeoise du 19e, les lunettes qui étaient posées sur l'étagère du haut étaient des produits à vendre en fait. Et en fait, la marque ne faisait absolument aucun effort, et c'était le manifeste de la marque, cette boutique. Elle faisait aucun effort pour en fait essayer de faire en sorte que les gens comprennent qu'on est dans une boutique de lunettes et qu'on pouvait les essayer, voire les choisir. Et donc cette idée-là est allée très loin, puisque cette boutique était une sorte de boutique comme une boutique fantôme cachée dans une ruine. C'est devenu, en fin de compte, les boutiques sont devenues une sorte de lieu d'expérience artistique où, en fin de compte, la marque expose des œuvres qui prennent beaucoup plus de place visuellement ou même sonorement que les produits eux-mêmes. Donc c'est assez intéressant parce que ça crée en fin de compte une mise en abîme intéressante entre l'idée que ces lunettes sont aussi elles-mêmes des œuvres d'art, puisqu'en fin de compte, elles cohabitent avec des œuvres qui sont souvent en plus dynamiques, de façon un peu Tinguely. Voilà. Puis un dernier exemple, alors, il est aussi à Séoul, je suis désolé parce que c'est pas fait exprès.
malgré mon affection pour la Corée. Voilà, ça c'est une boutique assez intéressante, c'est une sorte de pop-up store, mais solide, hein, qui a été fait par Dior à Séoul. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, on est face à un immeuble haussmannien sur 6 étages, donc on s'imagine à Paris, sauf que cet immeuble haussmannien de 6 étages, il correspond à peu près à 2 étages. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un trompe-l'œil. Donc ils ont recréé en trompe-l'œil une façade haussmannienne avec ses différents étages et différentes fenêtres. Mais les fenêtres, elles font 80 cm de haut ou 1 mètre de haut à peine. Voilà. Et donc en fin de compte, donc vous rentrez dans une boutique qui va être, qui va occuper, on doit être à 6 mètres de haut ou 7 mètres de haut. Et en fait, l'objet, c'est comme une miniature, et c'est comme si on rentrait dans une miniature. C'est assez fascinant. Donc en fait, moi dans mon imaginaire, je me suis dit, c'est comme une maison de poupée en fait. C'est aussi excitant que de dire qu'on devient, en fin de compte, un personnage qui rentre dans une maison de poupée. Quand on était gosse et qu'on jouait à la poupée, parce que j'y ai joué, je l'avoue, en fait, on avait toujours le sentiment que quand on mettait sa poupée dans une maison de poupée, on rentrait vraiment nous-mêmes en tant que personne, en tant qu'enfant, dans la maison de poupée, même si c'était tout à fait imaginaire. Et là, c'est vraiment l'effet que ça fait. On rentre dans une sorte de maison de poupée, et à l'intérieur, vous avez une boutique qui en plus se réinvente régulièrement, et donc vous avez à l'intérieur différents espaces produits. Et puis il y a un café. Et ce qui est beau, c'est que ce café donne sur un jardin totalement magique, qui est un jardin façon 19e. On dirait une peinture de Corot, où en fin de compte, vous avez une sorte d'étang, des papillons qui volent. Et bien évidemment, c'est virtuel, puisque on est au centre de Séoul. Et il n'y a absolument pas de jardin derrière la boutique, il y a juste un mur de bâtiment. Et donc on a vraiment le sentiment de prendre un thé ou un café dans un jardin, comme si on était au Petit Palais, vous voyez, dans le café du Petit Palais, où on voit les jardins derrière du Petit Palais. C'est merveilleux. Voilà. Donc ça, c'est une autre manière de montrer l'hyper-expérience. Donc j'accélère un peu parce que là, je pense que j'ai déjà carbonisé mon temps, et j'arrive juste au point 2. Donc voilà. Oui, donc l'idée, c'est de faire cohabiter ces doubles systèmes, un système de vente, donc l'idée des produits que vous avez à vendre, et en même temps une expérience qui va prendre beaucoup de place, mais qui va enrichir l'expérience d'achat d'une autre dimension. Donc on a vraiment l'idée d'une boutique qui devient, en anglais c'est mieux qu'en français, un média d'entertainment, de divertissement. Voilà. Le deuxième des 4 concepts, c'est venez comme vous êtes. Donc là, je vais aller assez vite, puisque l'idée de venez comme vous êtes, c'est effectivement de respecter toutes les individualités et de ne plus avoir un prisme social. Si vous vous rappelez, si vous aviez mon âge, à l'époque où moi j'étais provincial, je monte à Paris, ma mère va chez Hermès parce qu'une amie nous invite à aller chez Hermès. Je me rappelle, en tant qu'enfant d'âge de 10 ans ou 12 ans, j'ai eu le sentiment de rentrer dans une boutique qui était que pour les grands, et si j'avais pu être laissé à la porte comme un chien avec une laisse, je pense que ça aurait fait plaisir à tout le monde, sauf à ma mère bien évidemment. Et donc vraiment j'ai senti que j'étais accepté, toléré dans cette boutique de manière exceptionnelle. Et ma mère elle-même, qui pourtant avait les moyens de se payer un sac à l'époque, avait l'air d'être presque dans une posture d'humilité et de soumission aux gens de la boutique, qui avaient une sorte d'ascendant sur elle. Aujourd'hui, vous arrivez chez Hermès en claquette et ça dérange absolument personne, tout juste si vous rentrez pas avec votre chien, et ça, ils seront contents. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, cette notion de diversité, d'acceptation de l'individualité, elle n'est pas que socio-économique, parce qu'à l'époque c'était un jugement de valeur sur le fait que vous apparteniez à un certain cercle social, une certaine société. Aujourd'hui, elle va encore plus loin. Il y a besoin de venir se mettre en miroir de cette notion-là. Donc aujourd'hui, les marques d'ailleurs communiquent. Donc Barbie était d'ailleurs un exemple assez exceptionnel, mais communiquent sur l'idée qu'en fin de compte, les boutiques sont ouvertes non pas à un archétype, une typologie de clients, mais à tout le monde. Et vous pouvez venir comme vous êtes, comme le disait la pub de McDo. Voilà. Donc, pour reprendre Victoria's Secret, aujourd'hui, Victoria's Secret a viré sa cutie, puisqu'en fin de compte, après l'exclandre généré par ce patron marketing il y a quelques années de ça, 4-5 ans, sur la morphologie de ces mannequins, aujourd'hui, ils ont embrassé la cause du corps, et en fin de compte, ils sont plus sur une typologie de corps, mais sur tous les corps, et toutes les colorations de peau, bien évidemment. La marque de Kim Kardashian, de la même manière, s'est développée à travers une logique de taille incroyable. Donc ça, c'est une tendance extrêmement forte sur venez comme vous êtes. Donc cette notion d'accessibilité, elle devient clé entre la relation des marques et ses clients. Et donc de fait, elle est clé dans l'expérience de la boutique. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que même Apple est venu développer dans ses boutiques, un système de support pour aider les malentendants et les malvoyants à aussi découvrir les produits et permettre de les découvrir même s'ils ne peuvent pas les toucher ou les voir. Voilà. Donc c'est assez intéressant de dire que tout d'un coup, un malvoyant ou un malentendant
sur une expérience digitale serait privée donne ses sens, alors qu'en fin de compte, quand elle vient en boutique, la personne en question, elle peut au contraire être mieux informée qu'elle ne serait par elle-même sur une application. Voilà. Deuxième notion aussi, cette dimension de diversité, c'est la notion de donner du pouvoir à la diversité. Donc voilà, donc je vais aller vite puisque ça, ce sont des choses que vous avez tous vues. L'impact de Black Lives Matter sur le retail. Aujourd'hui, s'il y a quelques années, L'Oréal avait une marque qui s'appelait, je crois, Softine Carson comme marque de produits de beauté pour les peaux noires. Aujourd'hui, de Fenty, qui est parti de ce principe-là, mais à Bare Minerals ou à d'autres, ou Bobbi Brown, tout le monde s'oblige en tout cas à avoir une vision non pas monocarnée, monochromatique de la beauté, mais plutôt d'avoir l'idée de la notion divergente. Donc ça a aussi des conséquences en retail, en particulier en beauté. Et puis enfin l'enjeu du local, le local pour les marques, parce que tout d'un coup le penser local devient une vraie vertu, une vraie valeur contre le penser global, qui est quand même aujourd'hui honni à tout point de vue. Et cette notion de dimension locale, eh ben, elle s'ancre dans le discours des retailers qui de plus en plus développent en fin de compte des offres hyper localisées et des relations hyper localisées. Nike a développé un logiciel à New York, sur un quartier de New York, où en fin de compte, ils ont mis en relation toutes les boutiques de ce même quartier pour comprendre quels étaient les mouvements de consommation sur ces boutiques, quels étaient les produits que les gens cherchaient en fonction des saisons ou en fonction des moments. Et ils ont réussi en fin de compte à unifier le merchandising et l'assortiment de ces boutiques pour avoir une performance en termes de livrabilité des produits nécessaires, parce qu'en fait, ils apprenaient d'une boutique à l'autre ce que les gens cherchaient en instant T. Et ils ajustaient leur stock et leur livraison au jour le jour. Voilà. Donc ça, c'est de l'hyper-localisation, où en tout cas, la marque dit pas, c'est l'été, on va faire un rayon immense de maillots de bain. Ils vont s'adapter en fonction d'une zone, d'une district, même à un niveau de micro-local. Et puis le local au sens aussi de la nature, puisqu'en fin de compte, en tout cas de la volonté d'être voilà, local à tout point de vue. Donc ça, c'est Whole Food. Donc l'idée, en tout cas, toutes ces dimensions-là, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu quand on dit aux gens venez comme vous êtes, c'est vraiment d'être capable de venir en capillarité et de reconnaître ses clients comme des individus à part entière et pas d'avoir de réponse standardisée. Voilà, en résumé. Excusez-moi, c'est un tout petit peu brutal. Là, je pense que j'accélère un tout petit peu trop, mais comme j'ai encore deux chapitres à faire, donc je suis à la moitié de la présentation, virtuellement. Voilà. Autre combat, je vais aussi essayer d'aller assez vite. C'est la notion d'éthique en général. Donc on parle de durabilité, qui est aussi le nouveau combat. Donc c'est à la fois de l'écologie, de l'économie, du recycle, du reuse. Voilà. Donc le riz et toutes les formes de riz, il y en a plusieurs, riz, deviennent des éléments clés du retail. Juste pour info, le premier vendeur de vêtements aujourd'hui en France, c'est Vinted. C'est pas Zara ou H&M ou Uniqlo ou Beaumanoir avec Cache-Cache ou je sais pas quoi, qui a 900 points de vente. Non, c'est Vinted. Donc quand on se dit que Vinted est le premier distributeur de vêtements, ça veut dire que le reuse est devenu plus important que le use. Ou en tout cas, que le sell et le resell est plus important que le sell. Donc ça, c'est le premier point. Ça, c'est quand même un élément extrêmement clé et important. Donc la deuxième main aujourd'hui, c'est devenu non pas juste un opportunisme économique, c'est bien plus que ça. C'est devenu quelque chose qui est central, même dans la représentation sociale que les jeunes générations, les Gen Z, ont vis-à-vis de leur communauté. C'est que c'est beaucoup plus chic d'avoir une tenue vintage, ou en tout cas d'intégrer dans sa tenue quelques éléments vintage pour venir les mélanger avec d'autres éléments pour avoir un style parfait. Et au-delà de l'économie évidente, il y a aussi une dimension de style qui est importante. Voilà, donc ça c'est le premier point. Les marques, alors APC l'a fait depuis très longtemps, parce que APC par exemple, quand vous avez acheté un jean chez APC, vous pouvez revenir chez APC et revendre votre jean à APC, il a été usé et donc il le valorise. Et le fait qu'il ait été comme Stonewash, mais usé par un vrai usage, fait qu'en fin de compte, ça lui redonne une valeur. Donc il vous l'achète, mais pas pour rien. Je crois que c'est 25 €, un truc comme ça. Après, un jean chez APC, ça coûte plus cher, mais il vous l'achète sans contrepartie. Ils vous rachètent votre jean et ils vont le revendre. Et ils ont toute une série de jeans qui ont déjà été portés, donc ils les relavent, ainsi de suite. Mais ils les revendent comme des jeans reused, avec la valeur du reused. Donc c'est intéressant de se rendre compte que même les marques se servent de cette notion de circularité de manière stratégique. Voilà. Et puis ensuite, alternativement au reuse, il y a aussi la notion de location qui est de plus en plus forte.
ce qui évite aux gens de venir faire semblant d'acheter un vêtement dans une marque et le ramener le week-end d'après parce qu'ils l'ont porté durant une soirée le samedi, ils l'ont acheté le samedi matin, ils le portent le samedi soir, ils le rendent le lundi. Mais donc la notion de location est importante parce qu'à façon d'aujourd'hui, la notion de posséder le produit n'est plus aussi important. Donc ça a un impact extrêmement fort. En l'occurrence, là, c'est sur des marques de luxe. Et enfin, la nature, donc dans cette notion d'éthique et de consciousness, est aussi importante. Et donc, au-delà des marques qui ont un engagement écologique fort, c'est que aujourd'hui, la nature est un sujet de discussion et de communication extrêmement important pour une marque. C'est-à-dire que peut être sensible à l'idée de ne pas polluer, mais il faut aussi montrer qu'on a un point de vue. Et Patagonia, à cet égard, pour moi, c'est l'exemple le plus parlant et le plus touchant. Patagonia a créé dans son board la présence d'une personne morale, en la personne de la nature, et ils ont mis la nature à leur board. Et donc la nature, et donc le personne qui va porter le rôle du board de la nature va avoir un point de vue uniquement centré sur le point de vue de la nature. On ne lui demande pas d'être compréhensif des enjeux économiques de la société. Son seul objectif, c'est de défendre la cause de la nature. C'est assez exemplaire et assez spectaculaire. Voilà. Donc en conclusion, ce que vous disiez, la deuxième main devient presque plus importante que la première main, en tout cas en valeur. Voilà. La notion de durabilité est de plus en plus importante aussi. Voilà. Et puis ensuite, on est en train de passer, je trouve que cette phrase aussi est très belle, on est from pre-owned to pre-loved. En fin de compte, l'idée de la deuxième main, c'est pas tellement que les produits étaient utilisés par d'autres et à ce titre ils sont moins chers, c'est qu'ils ont été aimés par d'autres, et c'est vraiment ce qu'avait pressenti le patron d'APC. Je trouve qu'il était assez génial, c'est de dire qu'en fin de compte, le jean a été porté par quelqu'un, il porte la mémoire de cet usage, et cette mémoire, elle donne une valeur à l'objet que certaines personnes voudraient acquérir, parce qu'en fin de compte, c'est une usure naturelle par l'usage qu'on fait du produit. Voilà. Dernier concept, la notion de convergence. Et donc, cette notion de convergence, au début, c'est une convergence des contenus, donc c'est vraiment une convergence drivée par les dimensions technologiques. Et en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est que la convergence, au début, ça a été une notion, on va dire, peut-être très transactionnelle pour les marques, d'activer des messages en push, des messages commerciaux d'incitation à l'achat. Au début, c'était, vous arrivez dans un magasin, votre téléphone, il y a 5-6 ans de ça, vous balancez en pop-up, comme ça, tout d'un coup, 3 ou 4 bons d'achat, de réduction, pour le produit que vous êtes en train de regarder. C'était même presque flippant. On avait le sentiment d'être traqué par les marques pour peu que vous soyez enrôlé dans un système d'application ou de loyalty programme. Vous aviez cette espèce d'agressivité permanente. En fin de compte, ce qui est intéressant, c'est de dire que la convergence aujourd'hui, elle dépasse ce stade-là. Donc, elle s'appuie sur ça. C'est que tout d'un coup, la boutique n'est qu'un point pivot d'un système beaucoup plus large. C'est pas tellement que dans la boutique, vous allez être agressé par la notion de digitalisation de l'expérience, c'est que la boutique devient un pivot et que ce pivot se connecte à différentes dimensions. Et ces dimensions-là, c'est elles qui vont permettre de valoriser et d'optimiser votre expérience de visiteur, de client de cette boutique. Voilà. Et donc, dans ce système-là, il y a un système qui est fondamental, c'est le système de loyalty. Et ce qui est très intéressant, c'est que le système de loyalty, c'est un système qui jusqu'à maintenant était un centre de coût pour tous les retailers, puisqu'en fin de compte, ça consistait à dire que pour un certain montant d'achat, vous gagnez des points, et ces points vous permettaient d'avoir des réductions sur des produits vendus à prix fort. Donc vous faisiez en fin de compte le trade-off entre une relation de confiance et de fidélité d'un client en échange d'une rémunération, puisque vous donniez un argent virtuel à ce client pour acheter des produits. Donc centre de coût. Aujourd'hui, les clients attendent ça, mais ils sont extrêmement déçus quand une marque se contente de leur donner des points. C'est quand même un paradoxe. C'est-à-dire que la marque, ça lui coûte de l'argent et elle énerve ses clients avec ça. Aujourd'hui, les clients attendent d'un système de loyalty plus qu'un rapport transactionnel. C'est justement les clients qui demandent aux enseignes d'apporter autre chose et d'apporter en fin de compte un contenu relationnel. Et donc de nourrir cette relation autrement que par trade-off. Ils ont le sentiment d'être des vaches à lait et d'attendre en fin de compte d'avoir acheté, parce qu'ils le vivent négativement à l'inverse. Ils se disent il a fallu que je paye autant de choses pour avoir si peu de points. En fin de compte, c'est souvent ce qui se passe dans la tête d'un client. Donc aujourd'hui, les systèmes de loyalty sont devenus des centres de relations qui sont extrêmement importants, et d'autant plus importants qu'il y a des marques comme Farfetch ou d'autres qui sont des plateformes digitales qui sont fondées sur le principe d'une relation digitale, donc nourrie par des contenus qui sont commerciaux ou pas que commerciaux, et donc de fait, des retailers physiques doivent se mettre à ce même niveau d'interaction par rapport aux pure players digitaux. Et donc dans ce travail-là, en fin de compte, il y a
donc deux notions qui apparaissent, outre les points. La première notion qui apparaît en plus des points, et donc cette capacité à acheter, c'est du contenu, donc de l'information, et donc de la relation. Et donc lié à cette relation, c'est des événements ou des offres particulières, donc des choses qui peuvent rester transactionnelles, mais qui apportent autre chose que juste des points d'achat. Et la deuxième chose qui est extrêmement importante, et qui pour moi est encore plus importante, c'est l'idée qu'en fin de compte, c'est l'occasion pour l'enseigne de vendre des services. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un système de loyalty, vous pourriez imaginer quand vous êtes Platinum, on vient vous chercher à votre hôtel, en voiture, quand vous êtes en voyage, pour vous amener dans une enseigne et puis vous accompagner gratuitement, gracieusement de votre hôtel à la boutique. Ben, si vous êtes que Gold, vous n'avez pas accès à ce service-là, même si vous avez accès au lounge VIP dans la boutique. Par contre, si vous payez un premium avec vos points ou en mettant de l'argent, ben, tout d'un coup, vous pouvez utiliser votre argent ou vos points pour avoir un service plus élevé et donc avoir une autre relation avec l'enseigne. Et donc, l'idée de cette notion de services qui peuvent être de gratuit à payant, c'est aussi une source d'opportunité incroyable pour les retailers pour à la fois structurer une relation un peu différente de services, mais aussi de trouver d'autres sources de rémunération et de faire que de loyalty sont plus centres de coûts. Voilà. Donc, comme je le disais, le tech permet de créer plus de connivence entre des équipiers et les clientes. Par exemple, en Chine, c'est vachement intéressant. WeChat, c'est de plus en plus développé. Et quand vous rentrez dans une boutique, le vendeur vous partage son WeChat, qui n'est pas son WeChat perso. Enfin, si vous le partagez son WeChat perso, c'est qu'il a d'autres intérêts que de vous vendre des produits. Mais si vous partagez son WeChat pro, parce qu'il y a deux WeChat, le pro et le perso, ben c'est un WeChat qui ne lui appartient pas, qui appartient à l'enseigne, mais qui va lui permettre de créer une relation individuelle avec un client. Donc s'il part de l'enseigne, son compte est repris par quelqu'un d'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va créer une relation et donc il va vous informer, s'il vous connaît bien, il sait ce que vous aimez, en disant tiens, vite, il y a un drop à la boutique, viens, je sais que tu aimes ça. Ou alors, au fait, tu cherchais un sac il y a 3 jours ou il y a 6 semaines, on a reçu des sacs, qu'est-ce que ça t'intéresse? Et il te push. Et moi, c'est intéressant, je l'ai fait en Chine et pendant, alors, comme je n'habite pas en Chine, ma réactivité était plus ou moins faible et puis au fil, ça s'est fini par s'étioler, mais grosso modo, pendant 6-8 mois, en ayant acheté une fois dans une boutique, j'ai été nourri de propositions extrêmement délicates, très pertinentes, parce que les gens ont gardé un track record de mes intérêts, de ce que je leur avais dit. Et donc, c'était une relation digitale. Donc, le digital, ça permet vraiment de renforcer la relation à la fois au niveau de l'enseigne, mais aussi au niveau des vendeurs vis-à-vis des clients. Voilà. Donc ça, c'est la conclusion de ce que je viens de dire. La technologie aide à fluidifier l'ensemble du parcours client. Voilà. Donc, on le voit après dans d'autres marchés plus mass market comme les caddies qui vous calculent votre note tout de suite. Amazon One qui a fait un concept store où vous pouvez payer avec l'empreinte de votre main en la mettant au-dessus d'un terminal de paiement. Elle est reconnue et vous payez comme ça sur un compte automatique. Plus toutes les boîtes qui se sont développées récemment sur des services à la maison à disposition avec des drones pour faire vraiment le dernier kilomètre de distribution. Donc vous êtes livré chez vous par un drone. Voilà. Donc on se rend compte que cette notion de convergence, elle va extrêmement loin. Et voilà, TikTok aussi, bon, Kills, bon voilà. Donc en fait, on se rend compte que en conclusion de cette dernière partie sur la notion de convergence, c'est que la tech et cette notion de convergence amènent autre chose que de renforcer la relation commerciale, elle renforce la relation tout court entre des clients et une enseigne, et même les vendeurs de l'enseigne, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est aussi une opportunité incroyable pour nourrir une relation de service qui va au-delà de la transaction des produits. C'est vendre autre chose que du produit. C'est vendre un accompagnement. Soit on l'offre pour des clients extrêmement fidèles et extrêmement généreux qui dépensent beaucoup d'argent, mais on peut aussi la vendre pour des clients qui sont intéressés par cette notion de service et qui sont prêts à la payer pour s'affranchir du flux de masse que l'enseigne pourrait leur imposer parce qu'elle a beaucoup de succès. Et puis aussi, c'est pour les enseignes une manière de collecter de manière incroyable de la data. Alors les hyper l'ont très bien connu, c'est tout le travail du trade marketing, mais on se rend compte que dans d'autres formats de distribution, outre la grande distribution, l'idée d'avoir un parcours qui est client dans ses achats, dans ses découvertes, dans ses questions, qui est historisé, ça permet de sortir de l'information et de s'en servir pour générer une relation de meilleure qualité, et pas forcément de plus grande quantité économique, c'est-à-dire pas pour vendre plus, mais pour structurer une relation de meilleure qualité. Voilà. Donc, en hyper conclusion,
2024, pour nous, les 4C, c'est en synthèse de dire que voilà, une boutique, au-delà de l'idée de vendre, c'est qu'elle soit plus entertaining, enfin plus divertissante qu'elle ne l'était avant, plus inclusive sur tous les profils de ses clients et qu'elle donne des signes avant-coureurs de son ouverture à cette inclusivité. D'avoir une posture éthique, parce qu'aujourd'hui, si une marque n'est pas éthique, elle n'a plus aucune chance d'exister demain. Et je trouve que c'est un retour à la morale, puisqu'en fin de compte, à l'origine, les marques qui n'étaient pas que des business, mais qui étaient des marques, elles s'étaient construites sur un principe de confiance, parce que justement, elles avaient un engagement qui était celui du progrès. Enfin, la révolution industrielle, qui est la naissance des marques, en fin de compte, le 19e siècle, les marques étaient vecteurs de progrès sociaux, et peut-être que dans certaines années passées, il y a 20 ou 30 ans, elles ont un peu oublié l'idée de ce progrès social, et elles s'étaient plutôt concentrées sur des histoires de taille, de globalisation de marché, à la conquête du monde pour massifier leur chiffre d'affaires et leur position stratégique dans le monde. Voilà. Aujourd'hui, c'est un retour, en tout cas un retour à l'éthique qui est vertueux. Et puis aussi, l'idée, c'est que quand on est entertainment, c'est qu'on offre une expérience qui est un peu singulière et on participe à cette construction holistique du monde. Voilà. Donc, en résumé, voilà les 4 C dont je vous parlais, la notion de culture, de communauté, de citizenship et de convergence, qui étaient les 4 thèmes que j'ai développés aujourd'hui, avec les sous-titres qui étaient la phrase de synthèse de ces 4 dimensions. Voilà, merci de votre écoute. Excusez-moi de cette accélération un peu sur la fin. Et si vous avez des questions, je peux y répondre. Voilà. Et si vous n'avez pas de questions, c'est pas grave. Merci en tout cas.